Le mot humanitaire? Je pense que c'est le fait de venir en aide à des personnes qui en ont besoin, alors que nous, on a les moyens de les aider. T'as la charité un peu plus classique, qui est aussi un peu de l'humanitaire en soi, genre donner à manger à quelqu'un qui est dans le besoin, du bénévolat. Les humanitaires, je les vois aussi comme des sauveurs qui débarquent dans un pays pour régler un problème. Je pense qu'il peut y avoir une vision un peu colonialiste de l'humanitaire. C'est-à-dire, il y a l'humanitaire, mettons pendant les conflits à Gaza, il y a de l'humanitaire pour soigner les gens dans les pays qui en ont le plus besoin. Moralement, c'est très éprouvant. J'en ai jamais fait personnellement, mais j'ai des amis à moi qui sont profs et qui du coup, pendant les vacances, sont partis dans un autre pays voir des enfants et les conditions de scolarité des enfants dans d'autres pays et voilà, qui en sont revenus changés. Souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est pour vous l'humanitaire, tout de suite les gens imaginent voilà, on va ramener des sacs de riz ou de quelques denrées que ce soit d'un point A à un point B. Et ça, c'est vraiment une image date des années 80-90. Et c'est une image qui est restée. Or, aujourd'hui, le secteur est devenu très, très, très différent. C'est un assemblage de différentes expertises techniques portées par des gens qui sont mus par une volonté d'engagement et d'aider l'autre. Avec le temps, le secteur s'est diversifié. Il a commencé à avoir de plus en plus de métiers qui ont été concernés par l'action humanitaire et donc un besoin aussi d'avoir des profils de plus en plus diversifiés. On va avoir des enseignants, il va y avoir des communicants comme moi, des comptables, les autres fonctions support, la logistique, la gestion financière, la gestion RH. Je m'appelle Marianne Lefloc, je suis directrice administrative et financière chez Bioforce. J'ai travaillé 8 ans dans l'industrie liée à la finance. J'avais un ami qui travaillait en Tanzanie pour une ONG anglaise qui m'a dit « Ah Marianne, on aurait besoin de gens avec ton profil ». Je me suis dit oh, « Jamais de la vie, j'habitais à Paris, j'avais des moyens, tout ça, j'avais une bonne vie ». Et puis en y réfléchissant davantage, j'ai décidé de partir à l'aventure. Avec un but où je puisse partager mes compétences, voilà, et au service d'organisations qui en avaient besoin. Et aujourd'hui, c'est ça l'humanitaire en fait. Il y a quasiment tous les cœurs de métier aujourd'hui dans le secteur de la solidarité internationale de manière générale. Il faut d'abord se former et au-delà de sa bonne volonté, y apporter aussi des savoir-faire et bien sûr des savoir-être. Même chose pour à peu près tout le monde. Mais eux, ils sont capables d'en prendre 4, 5, 6. Et ça sur une amplitude de 12 heures. Donc, si tu ramènes le nombre de tonnes qui prennent sur les épaules... Moi, c'est Aileen Vortin-Brun. J'ai 18 ans, je sors pile poil du bac. Je suis en première année de RETLH. RETLH, c'est responsable de l'environnement du travail et de l'aide logistique humanitaire. On n'a pas beaucoup d'écoles, on n'a pas beaucoup de formations, en tout cas en France. On a Bioforce qui est très connu. Depuis petite, j'ai beaucoup été mise dans ce milieu-là justement de bénévolat. J'ai rencontré pas mal d'organisations, j'ai fait la Croix-Rouge, Banque Alimentaire, etc. Un foyer de migrants aussi qui s'appelle Étape, qui est dans ma petite ville à Cluny. Et tout ça, ça permet de rentrer dans le milieu tout en étant en France et en n'ayant pas des contraintes d'expatriés. Ça laisse une empreinte, le fait de rencontrer des gens qui ont eu un parcours et en fait souvent ils te racontent le parcours puisque toi tu t'intéresses à eux et autant qu'ils s'intéressent à toi.
Et du coup, c'est cet échange-là qui m'a un peu motivée à me dire, ok, en fait, je crois que je kiffe ça, quoi, et j'ai envie de faire ce métier. Je pensais pas que, on devait autant connaître de choses, en fait, finalement, dans la logistique. Là, on a appris, par exemple, à faire de la télécom. Donc, on s'est monté des radios, des antennes, que ce soit des transports ou des nuances, des idées, voilà, vraiment tout ça que t'apprends. Et du coup, tu dis, ouais, ok, j'avais si peu de connaissances avant, j'en gagne. Je m'appelle Grégoire. De base, je viens d'une licence en littérature anglaise que j'ai arrêtée en plein milieu. J'ai cherché du travail, je travaillais en usine, je faisais déjà du bénévolat pour la Croix-Rouge. Et il se trouve que je suis tombé dans la rue avec un gars qui m'a parlé justement de l'association, du travail associatif, du fait de pouvoir être recruteur de donateurs. Et ça m'a tout de suite un peu travaillé l'esprit, j'ai recherché sur internet, j'ai trouvé une offre d'emploi, j'ai foncé et voilà, maintenant je suis recruteur de donateur depuis 4 mois. Quand tu fais un donateur, tu sais que derrière, il y a aussi des gens qui vont réellement bénéficier de l'argent que ce donateur il va donner. Donc derrière, il y a vraiment ce côté gratifiant où chaque fois que je suis un donateur, je me dis ok, ça sert vraiment, mon travail est utile, en fait, un plaisir, quoi. T'es en contact toute la journée avec des personnes que tu connais pas, tu dois leur parler, engager la conversation, essayer de faire en sorte qu'ils puissent rester avec toi. T'as des matinées, des journées où t'as pas envie de sourire à des gens inconnus dans la rue, tu vois, d'être de bonne humeur, quoi. Ça arrive à tout le monde. On a une idée qui est un peu biaisée, je trouve, dans l'humanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ont une vision que du bénévolat, et c'est pas le cas en fait. Si t'es charpentier et que t'as envie de faire de l'humanitaire, en fait, ton métier il vaut quelque chose en humanitaire, et tu peux complètement rentrer dans une ONG avec ton métier de charpentier sans forcément faire d'autres formations. Il y a tellement de métiers différents dans l'associatif que tout le monde, une personne timide, une personne extravertie, une personne acharnée, une personne qui a un peu moins la motivation, tout le monde peut trouver sa part du gâteau dans le milieu associatif, tout le monde peut trouver à travailler. C'est pas si compliqué que ça, honnêtement. J'ai des collègues RH, enfin RH, dans le sens RH associatif, tu vois, qui travaillent dans la bureautique, mais pour l'agence solidaire, tu vois. Les assos, elles ont toujours envie d'avoir des gens, justement, qui peuvent les aider. Il n'y a rien de mieux que ça, en fait. Donc, je pense que honnêtement, c'est pas le plus compliqué. Si t'en as vraiment envie, tu peux. Oui, si t'es charpentier et qu'en fait t'as envie d'aider les gens et t'as envie de voir ce que ton métier peut donner ailleurs et essayer d'autres idées, il existe plein d'ONG. Donc que ce soit en France ou ailleurs, tu pourras trouver quelque chose qui te plaît. S'investir dans une structure associative, quelque part, c'est aussi gagner un certain nombre de compétences. Apprendre à travailler en équipe, apprendre à faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, alors que ce soit de l'événementiel, que ce soit des activités sportives, que ce soit des activités ludiques. Enfin, voilà. Ça, même pour soi, je pense que ça peut être de très très bonnes expériences qu'on peut par ailleurs après valoriser comme une vraie expérience dans le secteur associatif. Donc les gens qu'on envoie dans nos pays d'intervention, ils vont être suivis notamment par le département des ressources humaines qui organise un suivi à distance de ces personnes. Donc c'est le département RH qui s'occupe de recruter ces personnes, et ensuite c'est le département RH qui s'occupe du suivi de ces personnes une fois qu'elles sont sur le terrain. Sachant que l'organisation de la mission, ça passe également avec les collègues du desk. Je suis Lucie Mérian, adjointe responsable géographique sur le desk EA. En binôme, en fait, on travaille à soutenir les missions dans le côté global, faire la coordination avec les différents départements du siège. On travaille en Algérie, dans les camps sahraouis, au Yémen, dans le sud du Yémen, au Népal, en Birmanie et en Corée du Nord. Là où sur certains pays, Triangle peut avoir 20-30 personnes expatriées, nous on est entre 1 et 3 sur nos missions. L'équipe RH est là pour assurer le suivi de ces personnes, organiser des rendez-vous régulièrement pour prendre la température, voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être aménagées dans le temps de travail ou dans l'organisation de la mission. Je vais être plutôt sur les programmes, s'assurer qu'on va répondre aux attentes des bailleurs, de ceux qui nous financent, puis assister les missions dans tout ce qui va être la rédaction des rapports, la recherche de financement. Ce qui nous demande beaucoup, c'est de l'appui au développement d'outils. Ok, on sait faire notre métier, maintenant comment on fait mieux? Et donc nous, quels outils on peut imaginer en lien avec la mission? Notre meilleur ami, c'est Skype, Outlook. On est obligé d'être en contact hyper fréquent avec eux, sinon on n'a pas d'intérêt d'exister si on travaille dans notre coin et pas en relation forte avec les missions. Les après-midi sont calmes, nous, sur notre desk, parce que
tous nos pays ont quasiment déjà fini leur journée, à part l'Algérie qui est sur le même fuseau horaire que nous. Et justement, on a récemment dit à la chef de mission en Birmanie, tu sais, quand toi tu nous écris il est 5h du mat chez nous parce qu'il est 10h chez toi, nous on ne te répond pas à 5h du mat. Donc voilà, il faut trouver sa manière de fonctionner avec chacun. Okay. Yeah, but it was just in the activity operation section. L'idée, c'est d'avoir le plus possible d'échanges avec ces personnes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de non-dit, de frustration qui ne soit pas mise rapidement sur la table, parce que sinon ça fait un effet d'accumulation. Et quand on est sur un terrain d'intervention qui est compliqué, le fait de garder des choses pour soi, ça peut très vite faire un effet de cocotte minute, et la pression monte, et quand ça explose, ça peut très rapidement avoir des conséquences assez problématiques. On a une responsable géographique qui était au Tchad récemment avec le responsable des opérations, et puis il y a eu des incidents dans la ville de N'Djamena, et les communications étaient coupées, et donc c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on a les infos du coup qui remontent au compte-gouttes. Mais c'est aussi pour ça qu'en amont, en fait, on travaille des plans de contingence. S'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? S'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Et normalement, on doit pouvoir réussir à travailler avec des moyens de communication. D'urgence. Ouais, exactement. C'est des métiers qui sont un peu cachés. Et en fait, quand ça fonctionne bien, il n'y a personne qui vous dit merci, mais quand ça ne fonctionne pas, vous le savez tout de suite. Vous voyez, c'est plus dans l'auto-évaluation de son travail plutôt que dans les retours extérieurs. Ça peut être juste un peu frustrant parce que finalement, on se trouve derrière un ordinateur. On est un peu à distance des gens qu'on va servir et aider, quoi. Donc, il faut aussi prendre le temps d'aller de temps en temps rencontrer les personnes sur le terrain, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier dans ce secteur. Et après, pour expliquer l'humanitaire à quelqu'un, c'est pas un métier qui est tout le temps facile. C'est pas du tout un don de sa personne. On se dévoue, oui, à une cause et pour aider, mais on n'oublie pas d'être qui on est. Et du coup, des fois, il peut y avoir des problèmes sur certains points où à trop se donner, tu t'oublies complètement et en fait, tu rentres fracassé. Mais voilà, l'humanitaire, c'est vraiment aider, tout en respectant les cultures et les zones où on est, pour éviter de faire un déséquilibre sur l'économie locale, sur les populations. En fait, le but, c'est d'y aller, d'aider sans laisser vraiment de traces en repartant, quoi.